Bouc émissaire de tragédie, accusé de corrompre la jeunesse, menace pour la société, les jeux vidéo ont eu du mal à trouver leur place. Ce qui paraît ouf quand on sait que ce passe-temps pour geeks pèse aujourd'hui 214 milliards de dollars. Comment les jeux vidéo sont-ils passés de statut de danger public à dominateur de l'industrie du divertissement? De ses débuts timides, en passant par Columbine et sa chasse aux sorcières, on va découvrir pourquoi les jeux vidéo sont devenus plus que populaires. Mets-toi bien à l'aise pour l'histoire cachée des jeux vidéo. Spoiler alerte, il faudra attendre 1972 pour que les jeux vidéo soient praticables et commercialisables. Tout commence dans les laboratoires des universités américaines dans les années 40-50. Les scientifiques commencent à explorer la possibilité que les ordinateurs peuvent faire bien plus que des recherches. À la base, les jeux vidéo servaient à faire la promotion de nouvelles technologies lors de recherches sur l'informatique. Personne n'avait en tête d'en faire des jeux à proprement parler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ordinateurs étaient bien plus qu'un simple outil. Ils étaient des instruments importants pour décrypter les codes ennemis. C'était les premiers hackers. Colossus et ENIAC sont des machines qui pouvaient déterminer l'issue de la guerre. Mais ces premiers ordinateurs coûtent un bras, sont peu fiables et ne servent qu'à une seule chose, calculer. Ils n'avaient rien à voir avec les machines compactes et puissantes que nous utilisons aujourd'hui. Ils étaient gigantesques, occupant parfois des pièces entières et étaient conçus pour effectuer des calculs extrêmement complexes. Va suivre une seconde génération d'ordinateurs comme EDSAC, développé en 1949 à l'université de Cambridge. L'Electronic Delay Storage Automatic Calculator était l'un des tout premiers ordinateurs à pouvoir stocker et exécuter des programmes informatiques. l'EDSAC pouvait être reprogrammé pour effectuer une multitude de tâches différentes. En plus de l'EDSAC, je sais que ça se dit pas comme ça, mais c'est pas grave, il y a aussi l'EDVAC, donc l'Electronic Discrete Variable Automatic Computer, qui a été l'un des premiers ordinateurs à utiliser un concept tout nouveau à l'époque, l'architecture de von Neumann, qui permettait de stocker à la fois les instructions et les données dans la mémoire, ce qui a rendu les ordinateurs beaucoup plus flexibles et puissants. C'est comme ça qu'en 1952, un jeune doctorant britannique du nom d'Ace Douglas va créer OXO, le morpion, pour sa dissertation à l'université de Cambridge. Avec le morpion, un joueur pouvait défier l'ordinateur. Le jeu n'a jamais été rendu accessible au grand public. Il a néanmoins permis de prouver que oui, les ordinateurs pouvaient servir à se divertir et qu'on pouvait développer dessus des jeux. L'idée est lancée, elle fonctionne. En octobre 1958, un physicien va aller plus loin avec ce concept et changer le cours de l'histoire. Il s'agit de William Higginbotham, inventeur de ce que beaucoup considèrent comme le premier jeu vidéo, Tennis for Two. Il l'a créé sur son ordinateur pour la visite annuelle du laboratoire national de Upton à New York. Pour l'anecdote, William n'a pas déposé son idée parce que pour lui, il n'avait rien inventé. Vous voyez le mal que peut causer le syndrome de l'imposteur? Les ordinateurs sont désormais plus répandus au gouvernement, dans les entreprises avec IBM et les universités. Donc, dans les années 60, beaucoup plus de personnes se mettent à la conception de jeux vidéo. John Bergerson, un employé d'IBM, commence à développer une simulation de baseball pendant son arrêt de travail sur son ordinateur chez lui. En 1962, Steve Russell, à l'Institut technologique du Massachusetts, va créer Space War et repousser toujours et encore plus les limites de ce que pouvait faire un ordinateur. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué à un jeu de la préhistoire qui date de ces années-là ou pas du tout. Malheureusement, les ordinateurs trop complexes, les prix trop élevés, vont forcer à attendre 1972 pour que le jeu vidéo atteigne son âge d'or avec les arcades et consoles maison. Ce qui à la base n'était que des expérimentations va ouvrir la porte à un phénomène qui va tout changer. Et cet âge d'or, on le doit en partie à cet homme. Un personnage clé dans l'histoire des jeux vidéo, car Ralph Baer, ingénieur chez Sanders Associates, invente en 1967 un prototype de console multijoueur qui pouvait être relié sur la télé. Elle s'appellera The Brown Box, tout simplement la toute première console maison. Baer va proposer sa Brown Box à la société américaine Magnavox, fondée par Peter L. Jensen. Magnavox kiffe le prototype, va le rebaptiser Odyssey et mettre en vente la toute première console maison en septembre 1972. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives... Bon, cette console n'aura pas un grand succès. Ils ont vendu 350 000 consoles à cause en partie d'un très mauvais marketing, mais certains disent que le prix n'aurait pas aidé non plus. Puis comme le dit le dicton, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Et les mésaventures de Magnavox vont faire danser Atari. Atari, c'est une société créée par Nolan Bushnell et Ted Dabney
En 1972, il crée donc Atari et lance le jeu Pong. Sauf que c'est démarrant, parce que Pong est un petit peu trop inspiré d'un des 28 jeux proposés par Odyssey, la console de Maniavox. Pong, pour la petite histoire, c'est le tout premier jeu vidéo pour arcade qui va cartonner. La version pour console maison sortie en 1975 va tout aussi cartonner. Pong va permettre à Atari de vendre 19 000 bornes d'arcade et populariser ses machines. Ah, et j'ai oublié de préciser que Pong, c'est un jeu de tennis de table. Bon, vous vous doutez bien que Maniavox et Sanders Associates ne vont pas les laisser faire. Le toupet de nous copier, en plus d'avoir de meilleurs résultats que nous, nah. Je serai pas d'argent. Atari leur dit, désolé les gars, pas besoin d'aller jusqu'au procès. Donc Atari accepte de signer un accord de licence unique de 700 000 $ pour exploiter Pong. Et quand je vous ai dit que Atari danse, ils vont désormais chanter à gorge déployée. Parce que cet accord avec Maniavox va leur rapporter plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ils ont payé 700 000 $ pour pouvoir utiliser le jeu Pong et gagner 40 millions. Ils ont vraiment renté le gâteau. En 1977, Atari lance le Atari 2600, une console maison avec des joysticks et des cartouches interchangeables qui jouaient à des jeux de couleurs différentes. C'est le début des consoles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Après ça, l'industrie du jeu va connaître des moments qui vont cimenter son âge d'or. Le lancement de Space Invaders en 1978, qui est un jeu d'arcade très populaire. En 1979, la société Activision est née. C'est une entreprise tierce qui développe et édite des jeux vidéo. Activision était fondée par des programmeurs Atari mécontents. Avant la naissance d'Activision, c'est les fabricants de consoles eux-mêmes qui développaient les jeux vidéo pour leurs consoles. Donc les développeurs de jeux ne recevaient ni prime ni reconnaissance. Le 22 mai 1980, sort au Japon l'emblématique Pac-Man, le jeu vidéo créé par Toru Iwatani, qui s'appelait à l'origine Puckman. Il aurait été inspiré par une part de pizza manquante. C'est surtout un des jeux d'arcade les plus connus qui a généré 2,5 milliards de dollars dans les années 90. Il sortira aux États-Unis le 25 octobre 1980. Nintendo crée en 1980 Donkey Kong, un jeu vidéo d'arcade. Monsieur Vidéo, devenu Jumpman, devenu Mario, doit secourir une demoiselle en détresse du gorille géant Donkey Kong. On doit la naissance de ce jeu incroyable au game designer Shigeru Miyamoto, qui s'inspirant de Popeye et King Kong a pu développer Donkey Kong. Avec Donkey Kong, Nintendo va offrir deux grandes nouveautés qui vont changer le game, les cinématiques et les niveaux de jeu. Le jeu cartonne au Japon, sa terre-mère, et aux États-Unis. Mario et Donkey Kong, devenus les mascottes de Nintendo, vont se retrouver partout. Boîte de céréales, dessins animés. Universal City Studios va même attaquer Nintendo en justice pour, vous l'aurez deviné, recopiage de son personnage King Kong. Mais la justice va leur dire... Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Avec Donkey Kong, Nintendo va commencer son règne jusqu'au début des années 90. Mario Bros, qui introduira le fraté Luigi, sortira en 1983 et je suis étonné parce qu'il n'a pas eu un super accueil dans les salles d'arcade. Le succès viendra en 1986 avec sa réédition sur Nintendo Entertainment System, la NES, la console maison du géant japonais. En novembre 1982, la première version du Microsoft Flight Simulator sort pour le PC IBM. Comme le titre l'indique, c'est pour simuler un vol comme si on était un pilote. Le jeu était du jamais vu pour son réalisme et son graphisme. Il s'en vendra 800 000 copies les 5 premières années. Vraiment, l'industrie du jeu vidéo était en plein essor et va enchaîner les jeux à succès jusqu'à son crash en 1983. Fini donc l'âge d'or des consoles, parce que les gens en avaient marre du trop grand nombre de jeux, leur mauvaise qualité, comme E.T., le jeu d'Atari basé sur les films, qui est considéré comme le pire jeu jamais créé. Pour les consoles maison, il y avait aussi une compétition venant des jeux d'ordinateur. Mais que vois-je au loin? Ne serait-ce pas Nintendo venu sauver l'industrie du gaming? Donc la NES, Nintendo Entertainment System, arrive aux États-Unis en 1985 et marque le retour en force de la console maison. Nintendo les a carrément sauvés de la faillite. En 1990, les ventes de Nintendo comptaient pour 90% des 3 milliards de dollars que représentait le marché américain. Waouh! Ça fait beaucoup là, non? Après ça, les jeux populaires vont s'enchaîner. Tetris, La Légende de Zelda, Duck Hunt, SimCity, Castlevania, Prince of Persia, Final Fantasy. Pat, Laurie, Shelley, Aaliyah, Rose, Brian, Darren, and you listen. Beaucoup de jeux les plus célèbres venaient de Nintendo. Vraiment, ils survolaient la concurrence à cette époque. Quand tu ponds Metroid, Donkey Kong, Mario, Zelda, Tetris, l'un après l'autre, qui va vouloir s'asseoir à ta table et te dire qu'il est meilleur que toi? Sega, voilà qui. En 1989, Nintendo décide après 100 ans d'existence de sortir sa Game Boy. Sega va sortir sa console Genesis en 1989, mais ça va être un flop. Pas déterré par le manque de réussite, Sega ne va reculer devant rien pour battre Nintendo et une rivalité appelée la guerre des consoles va se créer entre les deux compagnies japonaises.
Sonic le Hérisson va être le héros qui va permettre à la console Genesis de faire plus de ventes que la NES en 1991. Nintendo qui se dit tu crois que tu vas me battre sur mon terrain, mais qui es-tu toi Sega, lance la même année la console Super NES. En 1992, Sega obtient 65% du marché américain, réalisant son rêve de renverser Nintendo. Comme pour les consoles maison, les salles d'arcade sont aussi boudées en 1983 à cause de trop de jeux qui se ressemblent, la montée en puissance des consoles maison et aussi une nouveauté, cette peur qui s'est installée que les jeux avaient une mauvaise influence sur les enfants. Surtout, souvenez-vous-en car ça va être déterminant pour l'avenir des jeux vidéo. Les jeux d'arcade n'ont pourtant pas dit leur dernier mot et renoue avec le succès au début des années 90 grâce aux jeux de combat comme Street Fighter 2 sorti le 7 mars 1991, le premier sorti en 1987. Donc Street Fighter 2 va être le jeu le plus vendu. En 1994, c'est environ 25 millions d'Américains qui y ont joué. En 2017, Street Fighter 2 était estimé à 10 milliards de chiffre d'affaires. Question pour vous, si vous aviez 10 milliards, vous en feriez quoi? Moi déjà, je me construis une maison de livres. Voilà, comme ça c'est fait. En août 1992, toujours sur arcade, sort un autre jeu de combat. Un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Ce jeu va être banni en Allemagne de sa sortie jusqu'en 2015. Il s'agit de Mortal Kombat. Le concept de Mortal Kombat est assez simple. On se retrouve dans des univers fictifs où 7 combattants différents rejoignent un tournoi pour libérer leurs univers d'un méchant. Donc pourquoi a-t-il causé tout ce vacarme et controverse? Mortal Kombat était le premier jeu où on pouvait finir son adversaire au lieu de le rendre inconscient. Voilà pourquoi. Just Van Drunen, CEO de Superdata, a dit « À cause de la fracture évidente entre les gamers d'un côté et la société d'adultes de l'autre, Mortal Kombat va donner le ton pour ce qui va constituer la culture gamer. » Jusqu'ici, les jeux vidéo étaient ces choses presque innocentes qui occupaient les enfants après l'école. Mais Mortal Kombat était tellement violent, réaliste et gore qu'il est la raison de la création du ESRB, Entertainment Software Rating Board, un système d'évaluation pour jeux vidéo. Mortal Kombat, qui est désormais vu comme une menace qui veut corrompre les enfants, va attirer l'attention de parents, d'activistes et de sénateurs. Donc ça y est, Mortal Kombat est au cœur de controverses et polémiques qui ne vont pas du tout se calmer. Tout le monde va être sur les côtes des jeux vidéo en demandant des réponses. Et parmi eux se trouve le sénateur Joe Lieberman, qui va mener une bataille contre les jeux vidéo violents. Remettons un peu de contexte dans tout ça. On est en 1993, la meilleure année vu que c'est mon année de naissance. L'industrie du jeu vidéo se remet de son crash de 1983. Elle valait 6 milliards de dollars environ. Petit à petit, les jeux vidéo vont commencer à s'adresser à un public plus mature, plus adulte. Mais l'industrie n'avait pas un système universel pour évaluer les jeux et pouvoir vendre les bons jeux vidéo aux enfants et les autres aux adultes. C'était un peu un mélange où personne ne savait quoi était pour qui. En juin 1993, Sega développe son Video Game Rating Council en association avec des éducateurs, psychologues, experts du développement des enfants et des sociologues. Sega lance donc son nouveau système d'évaluation pour Genesis, sa console, avant la sortie de Mortal Kombat. Nintendo n'a pas de système et refuse d'utiliser celui de son ennemi juré. Quand la version console de Mortal Kombat sort en septembre 1993, Sega décide de masquer la violence, sauf que c'est facilement accessible en faisant une petite manœuvre. Nintendo joue la carte de la sécurité et rend le sang vert et va devoir regarder Sega vendre 2 fois plus que lui. La même année, il sort Night Trap, un jeu où des adolescents sont attaqués par des vampires, et Lethal Enforcer où on utilise des armes laser. Un Konami Justifier, donc ça là, sera même envoyé avec la version console. Ce qui pose problème car en 1993, les crimes par arme à feu ont atteint des records. Maintenant, revenons-en à Joe Lieberman, le sénateur qui en avait apprécié le jeu. Ce qui va débuter son combat, c'est le fils de Bill Anderson, un de ses anciens chefs de cabinet. Donc le fils de Bill demande à son père de lui acheter la version Sega de Mortal Kombat pour sa console. Bill, choqué par le contenu, va le montrer à Joe Lieberman qui lui aussi sera choc barre. Après ça, Joe va regarder Night Trap et la suite est entrée dans l'histoire. Le 1er décembre 1993, il tient une conférence de presse où il annonce ouvrir une audience au Congrès la semaine d'après pour discuter de la violence des jeux et le manque d'évaluation. Il dira aussi que le chiffre d'affaires de Mortal Kombat prouvait l'avidité de l'industrie à utiliser la violence pour s'occuper des enfants. Il rajoutera « Nous parlons de jeux vidéo qui glorifient la violence et apprennent à nos enfants à aimer infliger la plus violente des formes de cruauté inimaginables. » Joe Lieberman va passer les pires extraits des jeux Mortal Kombat et Night Trap durant cette conférence. Son but est clair, abattre l'ennemi, bannir tous les jeux vidéo violents.
Le 9 décembre 1993 s'ouvre une audience au Sénat américain. Au cœur de cette audience, les jeux Night Trap, qui est décrit comme une promotion de la violence gratuite et un danger pour les femmes, et Mortal Kombat. Seront présents des parents, associations, pédopsychiatres, Howard Lincoln, le vice-président de Nintendo Amérique, et Bill White, le vice-président de Sega Amérique. Les audiences seront menées par Joe Lieberman et Herb Kohl, un autre sénateur. La première partie de l'audience sera dédiée aux experts sur la psychologie et l'éducation infantile. Robert Chase, de l'Association nationale d'éducation, dira « Les jeux électroniques, parce qu'ils sont actifs au lieu de passifs, peuvent faire plus que désensibiliser des enfants influençables à la violence. À vrai dire, ils encouragent la violence comme étant la résolution de premier recours en récompensant les participants pour avoir éliminé ses ennemis de la manière la plus macabre que l'on puisse imaginer. » Pour le professeur Eugene Provenzo, auteur du livre Video Kids Making Sense of Nintendo, les jeux vidéo récents étaient violents, sexistes et racistes. Ça ne change pas trop d'aujourd'hui, mais bon. La parole sera ensuite donnée aux représentants de l'industrie du gaming. Nintendo et Sega vont s'accuser mutuellement d'être la cause de cette audience. Nintendo Amérique soulignera même le fait que chez Nintendo, ils ont retiré la violence de leur version de Mortal Kombat. On dirait un gosse qui te dit « Oui, j'ai fait du mal, mais mon frère, il a fait pire. » C'est marrant. Parce que ça va fonctionner. Les sénateurs vont lui donner raison et Lincoln va recevoir plus de respect que Bill White, vice-président de Sega. Mais Sega avait quelque chose que Nintendo n'avait pas. Un système pour évaluer et classer les jeux vidéo selon leur niveau de violence. D'ailleurs, pour White, le public des jeux vidéo était désormais composé de plus d'adultes que d'enfants. Par exemple, Night Trap était à la base un jeu qui s'adresse à des adultes. Nintendo va contre-argumenter en disant que dire que ceux qui consomment les jeux vidéo étaient des adultes est un mensonge. Ces deux-là. Même pendant une audience au Sénat, ils ne pouvaient pas faire semblant de bien s'entendre. Lieberman va critiquer les publicités des jeux vidéo, le fait que leurs jouets pistolets vendus avec certains jeux étaient trop réalistes, comme le Konami, ce à quoi Sega répondra que Nintendo aussi a fait la même chose avec la Super Scoop. Young Bobby Engels has a problem. He needs to earn the respect of his peers. So he gets Sega Genesis, the ultimate action system. And then he buys Mortal Kombat, the arcade edition, and the all-new Shinobi 3, and Marvel's X-Men. Now, things are pretty much okay. I said chocolate chip. Say it. Say it. Lieberman, qui n'en avait rien à carrer évidemment, leur a répondu que s'ils ne régulent pas leur système d'évaluation, le Sénat le ferait pour eux. Il y aura une seconde audience en 1994 qui a surtout servi à s'assurer que le système d'évaluation exigé en 1993 allait bien voir le jour. Herb Kohl conclura avec ces mots. Laissez-moi vous donner mon honnête opinion sur le problème. Les jeux vidéo violents sont dangereux pour nos enfants et sont nuls. Mais nous suivons et aimons notre constitution qui empêche le gouvernement de censurer le matériel. Donc nous essaierons de vivre avec un système d'évaluation. Pour la petite anecdote, Night Trap vendra beaucoup plus de copies pendant l'audience de 1993 qu'avant. Mais le jeu sera retiré des rayons de Toys R Us et KB Toys durant cette période. Et Sega ne produira plus de copies à partir de janvier 1994. En juillet 1994, l'ISRB sera officiellement présenté au Congrès américain et deviendra actif le 13 septembre 1994. Et Lieberman, même s'il voulait plus, sera quand même satisfait. Retour en 1993 parce que un jour après la fin de la première audience, sortira le jeu vidéo Doom. C'est un autre jeu vidéo violent qui sera cité comme une des causes pour 2 fusillades, dont celle de Columbine. Doom, un jeu sur ordinateur sorti en décembre 1993, était une série développée par ID Software. Il a eu une grande influence dans l'industrie et a donné naissance à plusieurs mini-Doom. Le jeu se déroule dans un univers fictif entre science-fiction et horreur où le joueur, un membre de la marine, doit vaincre une invasion de démons. Une honte et dégoûtant seront les termes utilisés pour parler du jeu. En 1997, l'avocat et militant Jack Thompson lance la toute première action en justice contre un jeu vidéo. Pour lui, Doom, Resident Evil, Wolfenstein, Quake sont responsables de la violence chez les jeunes. Cette action en justice, il la lancera pour les parents de 3 enfants qui ont perdu la vie dans la fusillade du lycée Heath en 1997. Les enquêtes menées ont prouvé que le tireur jouait très souvent aux jeux d'ordinateur cités plus haut. Jack Thompson va accuser les producteurs de négligence en distribuant leurs jeux à un mineur, ce qui l'a désensibilisé et l'a rendu plus enclin à la violence. L'action en justice ne va rien donner car légalement, elle ne valait rien. Pour l'anecdote, en juillet 2008, Thompson sera radié par la Cour suprême de Floride pour conduite inappropriée et faux témoignage. La fusillade du lycée de Heath ne sera pas la seule où Doom sera pointé du doigt.
Un an après, ce sera pour le massacre de Columbine au Colorado, aux États-Unis. Nous sommes le 20 avril 1999. Rachel Scott, Dan Rockbrook, Dale Sanders, Kyle Velasquez, Stephen Robert Cornow, Casey Bernal, Isaiah Schultz, Matthew Kechter, Lauren Townsend, John Tomlin, Kelly Fleming, Daniel Moser, Corey D. Potter se réveillent comme tous les matins, se préparent pour aller au lycée sans savoir que ça allait être leur dernière fois. Car ce jour-là, Eric Harris et Dylan Klebold, deux lycéens de 18 et 17 ans, entrent dans le lycée aux alentours de 11h20, armés jusqu'aux dents, avec des bombes artisanales et des couteaux. Jusqu'à 11h36, les tireurs vont faire des victimes à l'extérieur, dans la cafétéria, la bibliothèque, les couloirs. Au total, 12 élèves, en plus de Dylan Klebold et Eric Harris et un professeur, vont perdre la vie. Et 24 autres seront blessés. Eric Harris, un des tireurs et pour beaucoup le leader, a créé un site internet en 1996 pour diffuser des niveaux du jeu Doom auquel il jouait beaucoup comme Dylan. Les deux jouent aussi à Quake et Wolfenstein 3D, un jeu de tir pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été banni en Allemagne. Le blog d'Eric va très vite devenir son journal intime. Déjà à cette époque, il avait l'idée de la fusillade de Columbine. Les parents de certaines des victimes ont poursuivi en justice les fabricants de jeux vidéo comme Sony, ID Software, Sega, Atari, Nintendo, Activision. Pour ses parents, ces fabricants ont causé les décès. Mais cette poursuite, comme celle de Jack Thompson en 1997, ne va pas aboutir. Ça ne va pas empêcher les voix de se lever et de blâmer de manière virulente les jeux vidéo pour la fusillade. Et ça va faire un effet boule de neige, parce que Columbine a profondément choqué l'Amérique. Les gens vont demander des actions pour ne pas que ça se reproduise en vain. En 2002, Joe Baca, un représentant américain, introduit une loi qui rendrait la vente ou location de jeux vidéo à des mineurs un crime fédéral. La loi sera appelée « Protéger les enfants des jeux vidéo à caractère haineux et violent ». En 2003, deux familles du Tennessee attaquent en justice la compagnie d'art GTA Rockstar North après une fusillade où le tireur a dit imiter GTA 3. Vous vous doutez bien que le procès n'a pas eu lieu. Les jeux vidéo étaient vraiment inattaquables. Encore aujourd'hui, les jeux vidéo sont liés aux fusillades dans les écoles, car ceux qui commettent ces horreurs sont de jeunes hommes. Mais ils sont aussi blâmés pour les fusillades hors école, comme pour James Holmes, qui, en 2012, a tiré dans un cinéma à Aurora, aux États-Unis, et qui jouait à des jeux vidéo. Anders Breivik, en 2011, a avoué jouer à World of Warcraft pour se détendre. Un document du FBI explique qu'il y a des signes pour repérer un élève dangereux, comme les traits de personnalité qui servent de mise en garde. Les jeux sont un des nombreux traits cités. Il est dit dans ce document, l'élève passe un temps excessif à jouer à des jeux vidéo et il a l'air plus intéressé par les images violentes que par le jeu en lui-même. En 2004, les services secrets et le département de l'éducation ont publié un rapport où ils ont fait des recherches sur 37 incidents de violence à l'école et trouvé que 24% des attaquants ont exprimé un intérêt dans les livres violents pendant que 12% étaient intéressés par les jeux vidéo. Pour certains, il paraît logique que ces jeunes personnes aient déjà joué à un jeu vidéo étant donné que les jeux vidéo sont extrêmement populaires. Rares sont les personnes qui n'y ont jamais joué. Mais malgré cette chasse aux sorcières contre les jeux vidéo, l'industrie va survivre et prospérer au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Ni la tempête médiatique, ni le gouvernement ne vont arrêter la machine. Sega et Nintendo continuent de dominer malgré les problèmes. Ils sortent des jeux vidéo en 3D comme Virtua Fighter et Super Mario G4, mais il faudra faire de la place au nouveau roi, Sony. Sony sort sa PlayStation en décembre 1994 au Japon, puis en septembre 1995 aux États-Unis et en Europe. Qui aurait cru que Sony, connu pour ses téléviseurs et ses appareils audio, allait bientôt dominer le marché des consoles avec la PlayStation. D'ailleurs, est-ce que tu savais que Nintendo et Sony devaient créer ensemble une sorte de PlayStation? Nintendo savait que l'avenir appartiendrait à ceux qui se lèvent tôt et au CD-ROM. Donc, il entre en contact avec Sony qui accepte la collaboration. Les deux groupes veulent mettre en place une version améliorée de la Super NES, une console hybride qui pourra lire cartouches et CD. Le projet est une catastrophe. La console ne sortira pas. Imaginez un instant ce qui aurait pu se passer si Nintendo et Sony avaient réussi à collaborer. Sony lâche donc sa PlayStation en 2000, qui sera en concurrence directe avec la GameCube de Nintendo, la Dreamcast de Sega et la Xbox de Microsoft. La PlayStation 2 est la console de jeu la plus vendue de tous les temps avec 160 millions d'exemplaires achetés dans le monde. Let's go! Let's go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time. And stick that whenever they bring it up to the register.
I'll take care of you over there. How are you doing this evening? Les jeux vidéo sont devenus une entité à part entière, un incontournable dans la pop culture au même titre que le cinéma ou les livres. Ils ne sont plus une curiosité qu'on apprend à apprivoiser ou un passe-temps réservé à un groupe de nerds isolés dont on va se moquer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, l'industrie du gaming a généré 184,4 milliards de dollars. C'est bien au-delà des 26 milliards de l'industrie musicale ou cinématographique. Le fossé entre le gaming et les autres industries est aussi énorme que ma dette de sommeil. Et ce qui va participer à cette ascension silencieuse des jeux vidéo, c'est le marketing digital et plus précisément les plateformes comme Twitch et YouTube. Aujourd'hui, les jeux vidéo ne se limitent plus à des sessions solitaires dans une chambre. Twitch a fait changer les choses. Cette plateforme a changé la manière dont les joueurs interagissent avec les autres. Ils peuvent se connecter entre eux partout dans le monde, à tout moment, se voir jouer en direct, montrer à quoi ils jouent et comment ils le font. Créer du contenu autour du gaming en fédérant une communauté loyale. Avec Twitch, des joueurs ordinaires sont devenus des célébrités comme Kay Cenat, suivi par 13,1 millions de personnes, qui a eu un contrat avec le magazine Complex. Il fait des lives avec Kevin Hart, Nicki Minaj. A lot of weird poses. This guy here, what's his name? Chris. Chris doesn't know what to do with his hands. So what was he supposed to do? Tout le monde se l'arrache. Partout où Kay Cenat va, les gens le suivent. Le streamer le plus suivi cependant sur Twitch, c'est lui, Ninja, avec 19,1 millions de followers et gamer professionnel. Ah oui, parce que oui, gamer ce n'est plus seulement un hobby, mais un métier. Il y a même des tournois de jeux vidéo appelés e-sport, donc sport électronique. Ce sont des compétitions où plusieurs professionnels s'affrontent. Elles ont commencé vers la fin des années 2000 en Europe et aux États-Unis. Une des compétitions les plus populaires, c'est la League of Legends World Championship. Le e-sport a même été représenté avec d'autres sports traditionnels dans des événements en Asie. Ils ont été couverts par ESPN. Qui sait, peut-être qu'un jour, le e-sport sera présent au JO. Ce serait marrant de voir ça. L'audience pour le e-sport a énormément augmenté et les prix gagnés sont de plus en plus élevés, se comptant désormais en millions. Dites-vous qu'en 2000, il y avait genre 10 tournois contre 260 en 2010. Ce qui participe également à cette méga popularité des jeux vidéo, c'est les pubs. Les partenariats à plusieurs millions, voire milliards de dollars entre les compagnies et créateurs de contenu gaming comme Pokémon. Parce que les compagnies veulent avoir une visibilité continue et cibler précisément ceux et celles qui jouent. Même les stars comme Beyoncé, qui a fait du streaming dans une pub pour le Super Bowl, ou Snoop Dogg s'y mettent. Les jeux vidéo ont aussi envahi le cinéma. Le film qui a le mieux fonctionné en 2023, c'est Mario Bros avec ses 1,361 milliard d'entrées. En 2022, Uncharted a fait 407 millions au box-office et Sonic 2, 405. En 2019, Détective Pikachu a rapporté 450 millions. Bon, au mois d'août, on a eu droit à Borderlands, mais le film a très mal fonctionné. Avec des chiffres aussi impressionnants d'année en année, les gens se demandent si les films de jeux vidéo ne vont pas commencer à remplacer les super-héros qui ennuient de plus en plus le public. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Et les séries comme Arcane, qui est une de mes séries préférées, et française en plus en cocorico. Arcane a été un des plus gros succès de Netflix de 2021. La série n'a reçu que d'excellentes critiques et 4 Primetime Emmy Awards. Arcane est basé sur le jeu vidéo League of Legends. The Last of Us est une autre série qui a tout ravagé sur son passage. La première saison a été diffusée en janvier 2023 sur HBO. La série a attiré 32 millions de personnes par épisode. The Last of Us a été nominé aux Emmy Awards et aux Golden Globes. L'adaptation a tout aussi bien réussi que le jeu vidéo du même nom. J'essaie d'imaginer ces premiers concepteurs sur leurs énormes ordinateurs qui faisaient beaucoup de bruit, très loin d'imaginer qu'ils étaient en train de construire un écosystème à 214 milliards de dollars. La folie. Parce que les gens aiment les jeux vidéo pour se divertir, être quelqu'un d'autre, comme un combattant, un pilote, juste le temps d'une partie. Mettre en pause son quotidien, le fuir pour bâtir celui de quelqu'un d'autre, comme Sims ou MySim. Ce jeu, je l'ai tellement saigné quand j'étais petit, ma vie. Les jeux permettent d'imaginer, de rêver, de connecter des personnes qui partagent la même passion. Regardez comment Animal Crossing et Pokémon Go ont rendu le confinement plus facile à vivre pour beaucoup. Le jeu vidéo en réalité, c'est un divertissement comme un autre. Et comme tout divertissement, le milieu du gaming connaît de gros soucis. Des choses qu'encore aujourd'hui, on continue de reprocher à l'industrie malgré son énorme succès, comme le cyberharcèlement, qui peut avoir un impact émotionnel et psychologique sur les plus jeunes et causer anxiété, dépression et perte de confiance. Cet anonymat dans les plateformes, forums et autres
donnent une toute puissance aux harceleurs qui dépassent le cadre d'Internet. Ces mauvais comportements entachent la réputation de l'industrie des jeux vidéo, nourrit les stéréotypes négatifs qu'on a sur la communauté du gaming et peut même affecter le développement de l'industrie sur le long terme. Même si ici, le plus grave, le plus important à se rappeler, c'est le mal causé aux victimes. De plus en plus de streameuses, donc des femmes qui jouent, témoignent de ce qu'elles vivent au quotidien. Dans un sondage, 79% des participantes disent avoir été victimes de sexisme et 63,3% de femmes disent avoir été harcelées pendant qu'elles jouaient à des jeux vidéo en ligne. Des streameuses comme Pokimane, la streameuse la plus suivie sur Twitch, enfin avant qu'elle ne supprime, et Kaidei font régulièrement des compilations de vidéos où elles se font harceler. Ça envoie le message que c'est un milieu fermé où ni les femmes ni les minorités ne sont les bienvenues. Il y a aussi le problème d'addiction aux jeux vidéo, à l'exemple de cet Hawaïen Greg Smallwood qui a attaqué en justice la compagnie NC Soft pour ne pas avoir spécifié que leur jeu Lineage 2 était addictif. Greg Smallwood aurait joué 20 000 heures sur Lineage entre 2004 et 2009. La Chine a décidé en 2021 de restreindre le temps de jeu des mineurs de 3 heures par semaine pour combattre toute forme d'addiction. Ces joueurs et joueuses accros passent des journées entières à jouer. Ils ne sortent plus, n'ont pas d'hygiène, leur santé mentale est au sous-sol, certains et certaines ne vont plus au travail ou à l'école, ce qui évidemment peut entraîner de l'isolement social, de la dépression, des troubles du sommeil et des problèmes de santé. Pour d'autres, le plus gros souci, c'est que la violence est omniprésente dans les jeux. Comme on l'a vu depuis les années 90, cette critique existe. Mais des experts le disent, vu le nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo, ça aurait été un chaos sans nom si la corrélation entre jeux vidéo et violence était réelle. Et on ne peut pas se quitter sans parler de la culture du crunch. Ces longues heures de travail qu'on impose aux développeurs de jeux pour respecter les délais, quitte à sacrifier leur santé. L'exploitation des jeunes, avec des jeux comme Fortnite, qui poussent les enfants à acheter toujours et encore plus, coûtant très cher aux parents de ces jeunes joueurs et joueuses. On a bien compris que les jeux vidéo ne sont plus marginalisés après avoir été longtemps accusés de corrompre la jeunesse et menacer leur bien-être. Aujourd'hui, ils sont la culture populaire, brassant des milliards de dollars. Mais malgré cette belle et folle évolution, l'industrie du gaming doit se pencher sur les problèmes au sein de sa communauté et faire changer les choses pour pouvoir offrir une communauté de gaming plus respectueuse, sans harcèlement, exclusion ou exploitation des travailleurs. Les jeux vidéo sont l'avenir. Non seulement pour le divertissement, mais aussi pour la manière dont nous nous connectons et interagissons les uns avec les autres à travers le monde. La question est, comment pouvons-nous assurer que cet avenir soit inclusif et positif pour tous? Maintenant, à toi la parole, lâche-toi un commentaire, je veux avoir ton avis sur le sujet du jour. Si tu as des choses à rajouter que je n'ai pas dit dans la vidéo, n'hésite pas à le faire. La vidéo t'a plu, c'est cool, je suis contente de le savoir. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes pour continuer d'analyser la pop culture avec moi. Bye!